Lui, il est parti, il voulait être acteur. Il est parti à Paris, il a fait le conservatoire. Et en sortant du conservatoire, au moment où il pouvait devenir acteur, son père est mort, je crois, ou a été malade. Et la question s'est posée pendant 2-3 ans de savoir qui reprenait le domaine. Donc a priori, sa sœur ne voulait pas reprendre. Et donc il s'est dit, si je ne reprends pas, le domaine part. Et il s'est dit, je ne peux pas vendre le domaine. Et donc quand il m'a raconté ça, ça a vraiment influencé le film. C'est-à-dire que lui, il n'a pas voulu abandonner sa carrière d'acteur, donc il a continué à être acteur, mais il a fait les deux. Et donc j'ai compris à travers ce qu'il racontait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner. On voit une famille sur 30 ans, on voit différentes époques de cette famille, et puis on voit une année avec le raisin, avec comment il devient du vin, ce raisin, et les cycles de la nature. On voit effectivement l'hiver qui devient le printemps. Donc je mets en relation les relations, le temps qui passe dans une famille avec le temps qui passe pour la nature. J'aime le vin, mais parce que c'est un produit qui est intéressant, c'est un produit qui contient du temps. Le vin, c'est beaucoup de choses à la fois. Et donc il y a le savoir-faire qu'on apprend par ses parents, il y a les choses qui sont issues de son terroir. Il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce produit qui n'existent pratiquement dans aucun autre produit. Dans le fromage, il peut y avoir quand on fait du parmesan, il faut plusieurs années pour faire du parmesan, mais c'est pas les mêmes problématiques que dans le vin. Je ne sais pas pourquoi le vin a quelque chose comme ça qui est mythologique, parce qu'il y a quand même des dieux, Dionysos, Bacchus, c'est des vins qui sont c'est des dieux qui sont très signifiants. Ils mélangent la raison et le côté irrationnel. C'est un produit qui mélange beaucoup de choses assez complexes. Qu'est-ce que vous préférez alors? En fait, c'est difficile de choisir. Ce qui est beau dans le vin, c'est la diversité en fait. Donc moi j'aime bien les vins d'autres pays aussi. Et c'est vrai qu'en Bourgogne, c'est très particulier parce que d'une part, on sent que il y a quelque chose de millénaire en Bourgogne qu'on sent plus que dans le Bordelais. Je trouve il y a le côté des histoires avec les abbayes. Je ne sais pas pourquoi, mais on sent le vécu, le terroir. Et puis il y a des vins qui sont. C'est vrai dans le Bordelais aussi, c'est vrai dans toutes les régions. Il peut y avoir de très bons vins d'Alsace ou de très bons vins de Provence. Est-ce qu'il y a des films de l'histoire du cinéma qui vous ont marqué, qui traitaient le vin? C'est sûr que Mondovino est un film important dans le monde du vin. C'était incroyablement original et réussi de parler de la mondialisation en parlant du vin. Donc ce film, il a vraiment marqué beaucoup de gens, et notamment dans le monde du vin. C'est un film, il y a avant et après Mondovino, vraiment. Et certainement, ce film m'a donné envie de parler de ça. Il n'y a pas beaucoup de films sur le vin en fait. Il y en a eu un avec Nils Arestrup qui était. Tu seras mon fils, oui. Qui était il y a 5 ans. Il y a eu Premier Cru récemment. Il y a eu Sideways aux États-Unis, mais qui est plus sur les gens qui aiment le vin, disons. Certainement, ouais. Et c'est vrai que le vin, c'est un sujet inépuisable, totalement étonnant. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film, c'est que je me suis dit, voilà, on est vraiment un pays notre image est associée au vin. Il n'y a aucun grand film français qui parle de vin. Et donc j'étais étonné parce que c'est vrai que c'est très tentant de faire un film sur le vin, parce que c'est des beaux paysages, c'est un produit qui raconte plein de choses. Et puis en ce moment on a des questionnements sur notre identité, sur l'identité française, etc. Et donc je me suis dit, voilà, c'est intéressant de parler de ça et de dire, voilà, il y a quelque chose de la tradition française qui est en plein mouvement, et où à la fois on a des choses archaïques qu'on garde et à la fois des choses de la modernité qu'on intègre. Et j'étais étonné qu'il n'y ait pas de grand film sur le vin. Une question qui était intéressante à poser sur le fait que finalement, c'est un peu ce qu'il dit dans la voix off, c'est que le vrai héritage, il n'est pas chez le notaire. Le vrai héritage, c'est le vécu finalement, c'est ce qu'on hérite de ses parents au sens presque psychanalytique. Donc on a tous des choses héritées de notre père, de notre mère, et ça c'est quelle que soit la région. Donc après, sur le fait que là il y a quelque chose de très particulier qui se passe avec les régions viticoles, pas seulement en Bourgogne. Le prix de la terre, il a doublé en 10 ans en Bourgogne. Donc, et je crois que ça s'accélère encore plus. C'est-à-dire que là, il mentionnait, dans la salle, il y avait quelqu'un qui mentionnait que
que Bouygues avait proposé 200 fois le prix d'un terrain cette année. Donc la spéculation est forcément exponentielle. Mais du coup, c'est vrai que ça fabrique quelque chose qui est difficile à maîtriser. Ces questions qui sont à la fois des histoires de spéculation sur un produit qui font que, c'est ce que dit le notaire, il y a le travail, c'est-à-dire que si on vend tout son vin pendant 40 ans, c'est 1% du prix de la terre. Donc il y a un côté totalement irrationnel. Le cas de la Bourgogne est particulier. Moi, ce que me disait un notaire là-bas, c'est que 99% des terres sont françaises. Il y a très peu d'Américains, de Chinois. Pour l'instant, la spéculation n'est pas beaucoup étrangère. Il y a eu un domaine qui a été vendu à des Chinois, et du coup, on en a beaucoup parlé. Mais ça arrive relativement peu. C'est plus compliqué dans le Bordelais, parce que là, c'est vraiment des histoires de spéculation financière. C'est des gros groupes industriels qui achètent des terres, et c'est assez différent. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la Bourgogne, parce que c'est plus des problèmes familiaux en Bourgogne. Mais c'est vrai que la façon de traiter les terres, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire que toute la question de l'environnement, du bio, là actuellement il y a un peu 4 façons de faire. Il y a ce qu'on appelle le vin naturel, qui est vraiment une nouvelle façon de faire du vin, la biodynamie, le bio, c'est-à-dire que déjà il y a une grande différence entre la biodynamie et le bio, et puis ce qu'on appelle, alors c'est soit l'agriculture raisonnée, ou traité en systémique, c'est-à-dire des gens qui utilisent de la chimie et des pesticides, des insecticides sur la vigne. Et c'est très compliqué de voir qui choisit quoi. Souvent c'est pour des problèmes économiques que les gens utilisent de la chimie. C'est parce que c'est beaucoup moins cher, c'est-à-dire que plutôt que de labourer, passer des herbicides, c'est forcément moins cher, il y a moins besoin d'avoir des employés. Donc il y a un chiffre parlant en Bourgogne, c'est qu'il y a 10% de la Bourgogne qui est en biodynamie et 60% des grands crus qui sont en biodynamie. C'est-à-dire que je pense que ça raconte bien ce qu'est la biodynamie aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on a une parcelle avec du grand vin, on le fait en biodynamie parce qu'on sait que c'est meilleur, mais simplement c'est quand on vend du vin cher et qu'on peut se payer le fait d'avoir plus d'employés pour passer les traitements. Donc c'est mieux, mais c'est plus cher. Donc c'est ça les choix des agriculteurs. J'étais étonné en Bourgogne de voir que c'est un monde qui est vraiment en mutation. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est le terroir, que c'est la France profonde et qu'il y a un côté qui est immuable et qui ne bouge pas. Et ça change beaucoup. Et moi j'ai parlé avec des vignerons qui ont commencé à faire du vin il y a 20 ans, et à l'époque c'était très très bizarre qu'une femme fasse du vin. Aujourd'hui, plus du tout. C'est-à-dire qu'en 20 ans, c'est devenu absolument habituel qu'une femme reprenne le vin dans la maison, alors qu'avant c'était toujours le fils qui reprenait. Donc ça c'est quelque chose qui a changé très vite et beaucoup. Donc j'avais envie de parler de ça, justement, des choses qu'on garde de la transmission et de la tradition, et des choses qui évoluent. Je cite beaucoup Georges Perec, qui a fait un texte qui s'appelle L'infraordinaire. Et il dit j'aime le contraire de l'extraordinaire. Et il dit moi je m'occupe du train quand il ne déraille pas. Il dit un train m'intéresse quand il ne déraille pas. Et c'est vrai que je pense exactement cette chose-là. C'est-à-dire que le train intéressant, c'est celui qui ne déraille pas. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter dans un train qui ne déraille pas. Donc voilà, là moi j'essaie de prendre la vie simple et normale et de voir qu'est-ce qui est intéressant dans ce qui est simple et normal. Et est-ce que tourner je vais revenir sur les 4 saisons, est-ce que c'est plus compliqué ou plus difficile? Parce que c'est vrai, pour les raccords, est-ce que c'est comme si vous aviez fait 4 films? Parce que les saisons sont différentes, l'étalonnage peut-être peut être différent aussi. Oui, donc ça posait pas mal de questions sur la cohérence du film, parce que très souvent quand on fait un film, on se dit voilà, je vais avoir une lumière un peu chaude, dorée. Là, on se disait voilà, en hiver ça sera froid et bleu, et puis au printemps ça sera un éclairage plus doux, en été un éclairage plus contrasté. Donc on était obligé de jouer avec l'incohérence, ou en tout cas le fait que les choses changent, quoi. Donc esthétiquement c'était compliqué à gérer. Après c'était des tournages différents, ce que vous dites, c'est que c'est vraiment des chapitres différents. Donc on savait que l'hiver c'était un peu une salle d'attente et que le printemps c'était un moment de réveil. Donc en termes d'écriture, on
on savait qu'au printemps, il y avait quelque chose qui était un peu endormi, qu'il fallait réveiller, notamment avec l'arrivée de Maria Valverde, de sa femme. Donc voilà, il y a eu un chapitrage qui s'est fait avec ces différentes saisons. Et est-ce qu'avec le titre, vous avez pensé au jeu de mots? Oui, bien sûr. la ligne du vin, oui. Dès le départ, ou le titre est venu Non, après? le titre il est venu tard parce que le film, au début, il s'appelait Le Vin, et puis ensuite il s'est appelé Le Vin et le Vent pendant qu'on tournait. Et très tardivement, pendant le montage, j'ai trouvé le titre qui convenait le mieux, qui était Ce qui nous lie. Parce que justement, cette notion de fratrie, elle a pris le dessus sur tout le reste. Et donc, Ce qui nous lie, cette question voilà, du lien familial. Et c'est le mix? Oui. Ouais. Tu Ouais. Peut-être au début, c'était ce qui nous. Ah oui. Et puis on s'est dit que le lien, c'était mieux que le nœud. C'était pas volontaire, mais tout le monde a voulu faire boire différentes sortes de vins, de goûter 5 sortes de meursault. Ensuite, on a été chez quelqu'un qui a fait goûter toute sa cave. Et donc, même sans vouloir, au bout de 6 heures d'arriver en Bourgogne, ils étaient totalement ivre-morts. Et du coup, je les ai filmés en fait, parce que ça m'a fait tellement rire de les voir bourrés. Je me suis dit, ça va servir un jour de les filmer, et notamment la scène des consonnes, elle est complètement inspirée sur le fait que Anna Girardot, quand elle parlait, on ne comprenait plus rien. Donc, vous avez réussi à filmer bourré, vous aussi? Parce que si vous dites alors ouais, moi j'étais bourré, j'avais essayé de filmer. Vous avez mis en automatique. Et c'est vrai qu'Anna Girardot, quand elle s'est vue dans cette scène-là, elle a complètement composé son personnage en fonction de ce qu'elle voyait. C'est-à-dire que sa façon de parler, elle s'est imitée, elle, comme elle ne s'était jamais vue en fait. Donc,